Merci Alex. Et donc je reprends le flambeau. Donc écoutez, moi j'ai la charge de vous décrire la cohorte de Saint-Antoine. C'est pas une mince affaire parce qu'il y a eu beaucoup de choses de publiées. J'ai fait un choix arbitraire. Je prie de m'excuser auprès d'Olivier si j'ai choisi de ne pas parler de l'overlap syndrome. C'est un choix, mais j'en parlerai au moment de l'hépatite d'interface, puisqu'il y a un lien évident. Mais c'est clair que l'overlap syndrome a été identifié grâce à cette cohorte. Il ne faut pas l'oublier. Alors j'ai choisi de parler des 4 points suivants. L'évolution globale de la maladie sous URSO, les facteurs pronostiques qui ont été identifiés dans notre cohorte, notre expérience du budésonide et des fibrates, parce que c'est la description de notre cohorte et je pense que c'est un point important à aborder. Alors tout d'abord, l'évolution globale de la maladie. Si la zapette... On a, au début des années 2000, utilisé un modèle de Markov qui est maintenant très à la mode dans les modèles médico-économiques, mais nous, le sujet n'était pas d'évaluer le bénéfice-coût d'un traitement, mais d'essayer de retracer l'évolution histologique de cette maladie et l'évolution clinique. Et on a utilisé ce modèle assez simple, vous voyez, qui est sur la base des fameux stades histologiques, puisque c'était le dogme pendant très longtemps d'évaluation de cette maladie, l'histologie, et puis évidemment la possibilité d'être transplanté ou de décéder d'ailleurs à n'importe quel stade de la maladie. Et sur la base de ce modèle de Markov, on a repris toutes nos anciennes biopsies, toutes nos données, et puis on a réussi à modéliser globalement l'évolution de la CBP sous AUDC. L'un des premiers résultats que nous avons publiés à l'époque, c'était le risque de développement d'une cirrhose chez les patients qui n'avaient pas de cirrhose au départ, sous AUDC. Et vous pouvez voir que c'est peut-être une maladie monotone, la CBP, mais finalement, il y a des patients qui finissent par développer réellement une vraie cirrhose. Alors évidemment, plus on se rapproche des stades de la cirrhose et plus on a un risque de cirrhose, mais néanmoins, dès le stade 1, vous voyez, sous AUDC, il y a quand même à 10 ans un risque non négligeable, enfin certes inférieur à 25%, mais pour les stades 2, on est quasiment à un quart des patients qui peut avoir ce risque de développement d'une cirrhose. Évidemment, au stade 3, les choses s'accélèrent. Donc, clairement, la maladie peut progresser sous AUDC et finir par développer ce stade qui est quand même une évolution péjorative de la maladie, la cirrhose. Alors ça, c'est une vue un peu plus complexe de représentation de l'évolution de la maladie, mais assez parlante. C'est en gros la probabilité d'être dans un stade de la maladie à un moment donné, un stade de la maladie, à savoir un stade précoce, un stade tardif, ou être transplanté ou décédé, dès lors qu'on part d'un stade précoce. Vous voyez ? Donc ça veut dire que sur 20 ans, finalement, près de la moitié des patients vont rester dans un stade précoce, c'est quand même rassurant, mais néanmoins, vous voyez, près de 30% des patients auront évolué à 20 ans à un stade déjà avancé de la maladie, et puis il y aura quasiment 20% de patients qui auront été soit transplantés, soit décédés. Alors c'est le décès toutes causes confondues, il n'y a pas que des décès de causes hépatiques dans cette modélisation. De même, lorsqu'on regarde la même évolution à partir d'un stade tardif, on s'aperçoit qu'évidemment, là, le risque d'être transplanté ou décédé augmente de façon très significative, puisqu'à 20 ans, on est proche de 50% d'événements péjoratif, mais vous noterez quand même que le modèle considère qu'il y a une possibilité de régression de stade tardif vers un stade précoce histologique. Je vous rappelle que tout ça est basé quand même sur des évaluations vraiment histopathologiques. Et donc ça, c'est la progression globale de la CBP d'un point de vue multistade. Alors, si on s'intéresse purement au risque de décès et de transplantation, vous avez ici une courbe beaucoup plus commune de Kaplan-Meier qui vous retrace le risque, la survie sans transplantation d'environ 300 patients traités à Saint-Antoine sous AUDC. Et vous pouvez voir clairement que la survie avec transplantation, somme toute, diffère, mais très modérément de la population générale appariée pour l'âge et le sexe. En revanche, l'écart se creuse dès lors qu'on considère que la transplantation est une mort en soi. Évidemment, on fait toujours mieux que le modèle naturel de l'histoire de la maladie, mais clairement, cette maladie, sous AUDC, continue de progresser pour certains patients, et tout l'enjeu est de savoir
ici, à ce moment-là, quels sont les patients qui vont avoir cette évolution péjorative et quels sont les marqueurs pronostiques qui vont permettre de les identifier. C'est là où je passe au deuxième sujet de cet exposé, les facteurs pronostiques. Donc Raoul Poupon, très rapidement, après son essai thérapeutique, avait identifié des marqueurs de non-réponse à la UDC, mais surtout des marqueurs pronostiques. Et l'un qui était évident, c'était l'existence d'une cirrhose au moment du diagnostic. Et on voit sur ces courbes de Kaplan-Meier que clairement l'existence d'une cirrhose, comme dans toutes les maladies du foie d'une manière générale, a un impact très négatif sur l'évolution de cette maladie. Alors c'est vrai aussi lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement au stade histologique. Et là, ce sont des résultats qui n'ont pas été publiés, qui reposent sur nos données rétrospectives de patients également biopsiés. Et vous voyez que, grosso modo, on voit bien que le risque de transplantation et de décès augmente avec le stade de la maladie, le stade histologique de la maladie. Vous voyez que, somme toute, que les stades 3 et les stades 4 font quasiment le même chemin. Le stade 2, un stade intermédiaire. Le stade 1, là, probablement qu'il y a un biais parce que probablement que c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'il est probablement plus intéressant de grouper ces patients en stade 1, 2 ou stade 3, 4. Je vous rappelle que l'échantillonnage biopsique fait qu'il y a des erreurs très claires de classification des patients sur la base d'un échantillon de petite taille et qu'il est probablement beaucoup plus relevant d'utiliser les stades précoces où il n'y a pas de fibrose et les stades tardifs où il y a beaucoup de fibrose ou une cirrhose. Et de ce point de vue, on est beaucoup plus discriminant sur le plan pronostic. Donc là aussi, le stade histologique au départ joue un rôle. Alors aujourd'hui, très vraisemblablement que l'élastométrie impulsionnelle va avoir un avantage sur la biopsie, évidemment, pour évaluer ce risque-là sur la base de la dureté du foie. On en parlera tout à l'heure. Alors lorsqu'on regarde dans une analyse multivariée l'ensemble des variables qui prédisent de manière indépendante le pronostic de la maladie, alors on retrouve effectivement le stade tardif de la maladie évalué sur l'histologie, mais pas uniquement, et on retrouve notamment la fameuse bilirubine dont on vient de parler, qui vraiment joue un rôle toujours majeur. Donc la bilirubine au diagnostic, dès lors qu'elle est supérieure à 17 micromoles par litre, 1 mg par décilitre, elle joue un rôle très significatif. Tous ces patients sont à risque d'évolution vers la maladie. Et puis, deux autres paramètres. Un paramètre histopathologique dont on reparlera, l'existence d'une hépatite d'interface modérée à sévère. Mais là, il faudra une biopsie pour le savoir. Et puis, ce dont on vient de parler, l'absence de réponse biochimique qui, d'un point de vue de poids statistique, écrase un petit peu le reste des prédicteurs. Alors, sur la bilirubine, ça a été connu depuis les travaux de Shapiro dans les années 70. C'est vraiment le grand prédicteur de la maladie. Et on retrouve ça sur notre expérience à nous. Vous voyez que dès lors qu'on a une bilirubine élevée au diagnostic, ne serait-ce que 23 micromoles par litre, si on a éliminé une maladie de Gilbert, eh bien vous êtes déjà dans un sous-groupe à risque d'évolution péjorative. Et sous traitement, sous AUDC, l'équipe de Raoul Poupon avait bien montré également que par rapport aux patients qui étaient tous en hyperbilirubinémie au diagnostic, ceux qui normalisaient sous traitement, et c'était 50% d'entre eux, avaient une évolution bien meilleure. Donc la bilirubine est un paramètre important, il faut la doser. Alors je passerai maintenant à l'hépatite d'interface. Et ça me paraît un point important, et c'est là où il y a une passerelle avec le syndrome d'overlap syndrome, parce que de mon point de vue, il existe un continuum entre la CBP pure, la CBP active, et puis l'overlap syndrome dans sa forme emblématique qu'a décrit Olivier Chazouillère dans Hepatology. Et il s'avère qu'on a été les premiers à montrer que, justement sur la base de cette modélisation de la progression histologique, que l'hépatite d'interface avait un rôle pronostique dans la CBP. Et nous avions montré notamment que, vous voyez, en fonction du degré de sévérité de cette hépatite d'interface, on n'avait pas le même risque d'évoluer vers la cirrhose. Vous voyez que quand même un patient au stade 2 de la maladie avec une hépatite d'interface modérée, il avait quand même 25% de risque d'avoir une cirrhose à 10 ans, ce qui était significativement différent des patients qui n'avaient pas d'hépatite d'interface. Et puis, on a été très longtemps à donner ce message sans que personne ne le reproduise. Et plus récemment,
l'équipe anglaise, sur une grande cohorte anglaise à partir de plus de 500 biopsies, a montré, alors ce papier n'est pas encore publié, il est actuellement sous forme de communiqué à l'ESL en 2015, montre que vous voyez, là c'est sur la survie, la survie sans transplantation, que l'on soit répondeur ou non répondeur à l'acide urso-désoxycholique, l'existence d'une hépatite d'interface, qu'elle soit focale ou diffuse, entraîne un risque significatif d'évolution péjorative de la maladie. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de surrogate marqueur, on n'a pas de paramètres qui permettent de prédire cette présence d'hépatite d'interface, et donc ça pose la question de la place de la biopsie dans le management de nos patients. Nous pensons, nous, qu'il faut réserver la biopsie justement aux patients qui ont une réponse incomplète à la UDC pour justement rechercher ce stigmate et qui va permettre peut-être de faire des choix thérapeutiques ultérieurement. Alors, la réponse biologique, je vais en parler finalement, somme toute, très peu, puisque Wim nous a fait tout un cours très clair là-dessus. Les critères de Paris, il en a parlé. Nous avons effectivement montré, comme Albert Paresse, le premier avait montré, que la réponse était très importante, la réponse biologique. Les critères de Paris 1 avaient été identifiés sur l'ensemble de tous les patients de la cohorte. Donc c'était des critères assez larges, vous voyez, parce qu'il faut somme toute avoir moins de 3 fois la normale de phosphatase alcaline. Si on a 290 unités, c'est quand même assez élevé. Mais pour autant, quand on est dans cette situation-là, eh bien, on a une évolution qui est celle-là. C'est-à-dire finalement une survie qui n'est pas différente de celle de la population générale. Et dans notre recrutement de centre de référence, c'est 60% des patients. Et 40% des autres patients, eh bien, ils ont une réponse incomplète sur l'un de ces paramètres, soit les PAL supérieurs à 3N, soit les ASAT supérieurs à 2N, soit la bilirubine élevée. Et eux, finalement, ils ont une évolution qui n'est pas différente de l'évolution naturelle prédite par le score de la Mayo Clinic. Alors on s'était posé la question, on s'était dit quand même on a un recrutement particulier. Aujourd'hui l'épidémiologie de la CBP a changé. La plupart des patients qu'on dépiste sont des patients au stade précoce de la maladie. Donc il faut peut-être revoir et réviser ces critères sur la base de patients moins sévères. Et c'est la raison pour laquelle nous avons étudié uniquement des patients au stade précoce de la maladie, sur la base de l'histologie, stade 1 ou 2. Et effectivement, nous avons montré que les patients au stade 1-2, si on utilisait des seuils affinés et plus bas de ces 3 paramètres, phosphatase alcaline, ASAT et bilirubine, on avait également une bonne discrimination du pronostic avec des non-répondeurs dans 52% des cas, et puis des répondeurs pour lesquels il ne se passait strictement rien. Autrement dit, un fibroscan normal ou un stade histologique 1-2 et une réponse de Paris 2, vous avez une très bonne valeur prédictive de non-évolution de la maladie. Alors, c'est là où intervient effectivement le fibroscan, parce qu'on ne peut pas biopsier tous nos patients. Et il se passe dans la CBP ce qui se passe avec les autres maladies chroniques du foie, c'est-à-dire que l'élasticité du foie ou la dureté du foie est non seulement prédictive du pronostic de façon transversale au moment du diagnostic, mais également lorsqu'elle progresse au cours du temps. Et vous voyez qu'avec un seuil de 9,6 kPa, on va dire grosso modo, qui permet de séparer les 1-2 des 3-4, vous avez une bonne prédiction, une bonne discrimination des pronostics. Et de façon encore plus démonstrative, lorsque vous avez une augmentation progressive de plus de 2 kPa par an de votre dureté du foie, là, clairement, vous avez un sous-groupe d'évolution péjorative. Donc, soulignant le fait que la dureté du foie pourrait être utilisée comme un marqueur de progression dans les essais thérapeutiques, comme un marqueur de jugement, un endpoint pour les essais thérapeutiques, si ces données sont validées, puisque pour le moment, ça repose essentiellement sur notre expérience. Alors, est-ce que la progression de la dureté du foie est corrélée à la réponse biologique, puisque finalement, on sent qu'on a 2 gros prédicteurs, la réponse biologique, la progression de la dureté du foie. On s'est attaché à cette question et effectivement, on montre que les patients qui ne répondent pas bien sur le plan biologique ont une progression de la dureté du foie significative, en moyenne de 2 kPa par an, mais en médiane de 1 kPa, parce que vous voyez, il y a une grande dispersion de cette variable, alors que les patients répondeurs, eux, n'ont aucune évolution de la maladie. La moyenne est légèrement en dessous de 0 kPa par an.
Alors donc, ça veut dire qu'effectivement, les patients non répondeurs vont avoir en moyenne une progression de 1 kPa par an sur la base de cette prédiction de la dureté du foie. Mais pour autant, est-ce que la réponse permet de prédire de façon très précise cette progression? Ben, c'est là où on est déçu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les répondeurs globalement, et effectivement, ils sont dans la majorité non progresseurs sur le plan du FibroScan. Lorsqu'on regarde les non progresseurs, majoritairement, ils sont bons répondeurs à l'acide urso-désoxycholique. Donc la valeur prédictive négative, la spécificité est très bonne. Mais en revanche, lorsqu'on regarde les non répondeurs, ben, seuls 50% progressent sur le plan du FibroScan. Lorsqu'on regarde les progresseurs, seuls 50% sont non répondeurs. Donc, ça veut dire que là, la sensibilité et la valeur prédictive positive est mauvaise de la réponse biologique pour prédire la progression du FibroScan. Donc on ne peut pas se passer du FibroScan et on ne peut pas se passer de la réponse biologique. C'est-à-dire le message de cette diapositive, c'est que pour le moment, il faut probablement combiner les deux. Et d'ailleurs, c'est un des résultats qu'on a communiqué à l'ESL, enfin c'était Olivier qui l'avait présenté dernièrement. Vous voyez que lorsque on applique le Globe Score à notre cohorte, on a très clairement une bonne discrimination des patients selon leur pronostic. Mais lorsque l'on combine le FibroScan et le Globe Score, on améliore la performance prédictive et on améliore la classification des patients en patients à faible risque ou à haut risque. Donc, à l'avenir, très clairement, il va falloir utiliser ces deux paramètres. Je finirai brièvement par notre expérience sur le budésonide et les fibrates. Donc, le budésonide, on a publié avec l'équipe de la Mayo Clinic de Miami récemment une méta-analyse de l'utilisation des fibrates. Alors, sur la base d'études essentiellement non contrôlées, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de grand essai contrôlé actuellement excusez-moi, du budésonide. Je suis sur les fibrates. Donc là, c'est une petite... je rembobine. Je vais vous parler du budésonide, excusez-moi. Donc on a une expérience publiée sur la base d'une étude non contrôlée de rétrospective de l'utilisation du budésonide. Alors il s'agissait de patients non cirrhotiques qui ne devaient pas avoir d'hépatite auto-immune de façon évidente et puis pas de maladie sévère au sens hyperbilirubinémie. Mais par contre, ces patients avaient tous une réponse incomplète à la UDC, selon les critères de Paris 1, et à l'histologie, une hépatite d'interface significative. Tous ces patients avaient reçu le budésonide et le mycophénolate mofétile comme épargneur de stéroïdes en association à la UDC sur une durée globalement moyenne de 3 ans. Et donc voici les résultats, alors, encore une fois sur une petite étude pilote et non contrôlée, concernant les marqueurs sériques d'une part et puis également les marqueurs histologiques d'autre part. Sur les marqueurs sériques, on peut voir très clairement que les patients avaient une diminution, une amélioration très significative de leurs paramètres biochimiques, enzymatiques en particulier, les phosphatase alcalines, les transaminases, petite tendance pour la bilirubine, mais aussi une diminution, on pouvait s'y attendre, des marqueurs immunologiques avec une diminution forte des IgM. Et puis cela se traduisait sur le plan histopathologique par une amélioration du score d'activité inflammatoire et même une tendance, mais là on est quand même significatif, à l'amélioration du score de fibrose évalué selon une échelle métavir. Donc il y a très vraisemblablement une place du budésonide dans la prise en charge des patients. Dès lors qu'ils sont bien sélectionnés, nous pensons que, encore une fois, l'activité histologique inflammatoire est probablement le critère qui permet de sélectionner ces patients. Je terminerai donc sur les fibrates. Donc je vais du coup vous redire qu'on a fait une petite méta-analyse avec l'équipe de la Mayo Clinic. En fait, à Saint-Antoine, on a quand même de très nombreux patients qui ont été traités par fibrate. Alors, certains d'entre eux avaient des combinaisons thérapeutiques, notamment avec le budésonide et le mycophénolate, de sorte qu'on a une cohorte pure de patients, de 38 patients, traités par AUDC et par fibrate, dont 21% avaient une cirrhose. La médiane de suivi est de 3 ans, et donc ces données ont été incluses dans une méta-analyse récemment publiée. Et donc, lorsqu'on analyse uniquement le sous-groupe français inclus dans cette méta-analyse, mais ce sont les mêmes résultats obtenus dans la méta-analyse avec l'ensemble des études, vous voyez que les fibrates diminuent très fortement les phosphatases alcalines. Tous ces patients avaient une non-réponse à la UDC au départ.
une diminution très significative de la gamma GT. Lorsqu'on regarde le pourcentage de normalisation des phosphatase alcalines sous fibrate, on passe de 9% à 63%. Et là, vous avez les autres paramètres communs de suivi des patients. La bilirubine, avec une petite tendance à l'amélioration. Les transaminases, qui s'améliorent. L'azate, en revanche, non. L'albumine, il y a une tendance, mais ce n'est pas significatif. Il y a une baisse significative des IgM. Donc là, probablement qu'il y a aussi un effet anti-inflammatoire qui joue des fibrates. Et puis, vous avez bien entendu, c'était quand même plus attendu, une baisse du cholestérol. Donc, pour conclure, si vous voulez, de ce qu'on peut apprendre de la cohorte de Saint-Antoine, si je fais exclusion des overlap syndromes, c'est que, d'une part, c'est une maladie qui reste progressive. Alors, certes, dans un centre de référence où les patients sont peut-être plus graves, mais elle reste progressive sous AUDC, que les facteurs pronostiques qui permettent d'identifier les patients à risque sont évidemment la cirrhose. D'une manière générale, les stades histologiques avancés, mais qu'on peut désormais probablement remplacer par les valeurs hautes de la dureté du foie. L'hyperbilirubinémie, et d'une façon plus générale, la réponse incomplète à l'acide urso-désoxycholique, et puis de façon plus spécifique, l'existence d'une hépatite d'interface lymphocytaire. Dans notre expérience, chez des patients ayant cette hépatite d'interface lymphocytaire et une réponse incomplète à l'AUDC, le budesonide pourrait avoir un effet bénéfique, mais évidemment, il nous manque des essais contrôlés à long terme. Je vous rappelle qu'il y en a 2 qui ont été publiés jusqu'à présent, petite taille, et qui vont quand même dans ce sens-là. Et puis, les fibrates, de la même façon, ont certes très vraisemblablement aussi une place, puisqu'ils améliorent la réponse biologique à la UDC chez les patients n'ayant pas d'activité inflammatoire marquée. Et là, également, des essais sont nécessaires. Et c'est l'objet de l'essai BESURSO, dont les résultats seront probablement disponibles début 2017. Je vous remercie.